Salut à tous, c'est Boris et Benja, on continue ce format du top 50. C'est parti, let's go. Ah non, pas tout de suite. Calme-toi. Introduction. Bonjour. Bonjour, oui, on se disait que ce format c'est aussi un moyen de faire une photographie à un instant donné, donc ici, là au moment où on tourne, on est en janvier 2024, de nos goûts à ce moment-ci, de comment on les évalue, de comment on les situe. Ça, on archive. Et voilà, c'est un format, si ça vous plaît, si les retours sont bons, et même s'ils sont moins bons, parce qu'en vrai on kiffe à faire ça, c'est vraiment agréable. Insultez-nous s'il vous plaît. C'est un format qu'on fera probablement, peut-être pas tous les ans, en tout cas tous les 2 ans, voilà, de manière récurrente. C'est un truc que Dice Tower, par exemple, fait tous les ans. Et du coup, tu peux suivre quel jeu est monté dans le classement, descendu. Et des fois, c'est rigolo parce que c'est là où tu te dis, ah, ça a beau prendre du recul, un top, ça a beau chercher à dire, oui, mais là, je prends que les jeux sur lesquels j'ai vraiment une appréciation fine. Des fois, tu as des jeux qui sont à la 10e place, l'année d'après, ils sont plus dans le top, ouais, ils sont tout à fait. Places, des fois, il y a des trucs qui sont assez surprenants. Et oui, comme le dit Boris, ça peut être une archive aussi de notre chemin ludique. Et voilà, dans 10-15 ans, on pourra aussi revoir cette vidéo. C'est aussi un truc personnel, quoi, c'est ça qu'on veut dire. Et dire, ah ouais, tiens, ça c'est vrai qu'il faudrait qu'on ressorte cette boîte, ou ça, tiens, pourquoi on aimait ce truc encore, ça nous paraît bizarre 10 ans plus tard. Tiens, cette mécanique-là, c'est vrai qu'à l'époque, elle était beaucoup représentée. Aujourd'hui, on n'entend plus parler, ou l'inverse, etc. Enfin, bref, c'est un petit travail d'archivage. On écrit l'histoire du jeu de société, hein, n'ayons pas ni peur plus de ni le moins, dire, ni hein, plus ni moins. Voilà, vraiment, pourquoi s'encombrer de fausses modesties voilà. On n'en a pas parlé, mais il y a des outils aussi pour faire ce qu'on a fait. C'est vrai. PubMeeple. PubMeeple, ouais. Ça peut être. Moi, je voulais faire, peut-être qu'on refera ça un jour, un petit Twitch. Où en gros, si vous voulez, PubMeeple, vous allez télécharger votre collection Board Game Geek. Et ça va vous proposer des duels entre deux jeux. Est-ce que tu préfères jouer à ça ou jouer à ça ? C'est ça. Et des fois, ça va vous mettre devant des dilemmes comme ça. Et ça va vous représenter énormément de duels jusqu'à vous présenter un top. Donc ça peut servir de base. Et puis après, évidemment, il faut affiner, etc. Et c'est très long. Hein. C'est très long. Et c'est un truc, on a un peu l'impression d'être un singe savant. Tu fais gauche, ouais, c'est droite, ça. Gauche. Et moi, j'ai pas... En fait, j'ai trop de jeux. C'est ça le problème. Je pense que ça marche si t'as 200 jeux, ça va. Ouais, mais puis... moi j'ai mis. Alors si en plus, je crois que j'avais fait que avec les jeux de ma collection. Mais si mais j'ai déjà beaucoup de jeux. Hein. J'ai 500 jeux. Alors si en plus je mets les 1200 jeux là-dedans, c'est interminable. Oui, et puis il y a un truc qui est vrai et qu'on pourrait. C'est un argument que je trouve assez valable pour critiquer les tops, c'est que les jeux sont pas comparables forcément. Non, effectivement. Des fois, il te met. Est-ce que tu préfères Projet Gaïa ou That's Not a Hat? Oui. Là. Oui, Projet Gaïa, mais en même temps, That's Not a Hat, je peux y jouer avec ma grand-mère, tu vois, donc ça se défend. Donc, exactement, et notre prétention aussi, c'est pas de faire un top hiérarchique de la qualité intrinsèque des jeux ou de leur mécanique. En fait. Ça n'aurait pas de sens, c'est vraiment un top qui hiérarchise notre appréciation ou notre rapport affectif à ces jeux-là. C'est pas un jugement de valeur pure. Au contraire, c'est pas du tout la démarche, quoi. C'est ça, et donc quand les jeux sont proches, il y a une notion d'arbitrage. Par exemple, moi j'ai sciemment mis dans l'épisode 1 Unmatched une place au-dessus de Gozo X, parce que à choisir, je préfère Unmatched. Mais voilà, dans l'absolu... dans l'absolu, l'un n'est pas meilleur que l'autre. Hein, c'est vraiment une appréciation très très personnelle, très subjective, et qui... sans prétention. Sans prétention, et qui met juste en lumière notre parcours de joueur, tout simplement, et nos expériences qui nous ont marqué. Et c'est pour ça qu'on fait un format court, parce qu'on va pas y passer 15 ans non plus en explication, c'est pas le propos. Bon, on a assez blablaté, Place au classement. Donc aujourd'hui, les places 30 à 21. Tout à fait. On se rapproche du top 20, où là, ça va vraiment être... Ouh là là, on se dit pas. Attention, c'est parti. Attention, c'est parti, on y va. Let's go. On commence d'emblée avec un excellent jeu pour la 3e position, un jeu d'Alexander Pfister. Une rétrospective en préparation du côté de Rue du Jeu. Je ne sais pas pourquoi je parle comme un commentateur sportif tout d'un coup, mais en tout cas, les of Fiscal, c'est un jeu de placement de tuiles, un peu à la Carcassonne pour avoir une référence plus connue peut-être, et d'enchères, deux mécaniques que j'affectionne particulièrement, l'enchère et le placement de tuiles. D'une façon particulière. C'est ça, on va mettre on va mettre en vente nos tuiles et on va pouvoir jouer celles qu'on va acheter chez les autres ou celles qu'on n'aura pas achetées chez nous, et c'est comme ça que l'argent va circuler. Et puis il y a des scorings un peu comme dans Cartographeur, pas un peu exactement d'ailleurs comme dans Cartographeur, il y a des scorings de manches. A, B, CD, bazar, etc. Et donc c'est un jeu d'anticipation, donc soit on va essayer de scorer le plus vite possible, soit on va vraiment préparer le scoring de la dernière manche
Ça va dépendre aussi des tuiles qui vont être aux enchères, etc. Il y a des extensions qui ne sont pas indispensables, je considère. Attention, c'est acheté un Big Box avec la première extension. Ne vous faites pas douiller comme Benja. Concordia, je suis en train de perdre du temps pour parler de Concordia, alors que c'est un jeu de McGertz absolument incroyable. Une sorte de rondel game, mais sans lettres, avec plutôt du hand building. Mais il a repris sa mécanique de la rondelle. Concordia, c'est un jeu fascinant, qui se joue bien à 5, qui se joue bien à 2 si on prend les bonnes maps, où on va s'étendre sur le jeu, on va acheter des cartes, et ces cartes, elles vont à la fois nous servir d'action et nous servir de scoring, parce que chaque carte est reliée à un dieu, et donc à un scoring particulier. C'est absolument fascinant. Si vous n'avez jamais joué à Concordia, c'est un jeu qui s'explique en 5-10 minutes et qui est très profond, donc comme Mansa Teutonica, comme tous ces jeux-là. Qui a 1000 cartes comme... Voilà, il y a un calibre, un souffle dans Concordia qui est renversant, et on termine sa première partie, on fait « Ah oui, d'accord », et on a envie d'en refaire encore et encore. En 29e position, Carnival of Monsters, c'est aussi... c'est Richard Garfield. C'est Richard Garfield, tout à fait, le fameux Richard Garfield, ni plus ni moins, qui a produit ce petit bijou de jeu de draft. C'est un jeu dont j'aime aussi l'épure et l'immédiateté. Ça peut se jouer jusqu'à 7. Donc, dans certains... 5, je pense. Jusqu'à 7. C'est Paper Tales qui peut jouer. Ah ouais, c'est ça, 5. Et donc, effectivement, c'est quand même un jeu qu'on peut sortir dans des situations particulières. Et en gros, on va drafter une main, tout simplement, à la Seven Wonders ou à d'autres jeux de ce calibre-là. Et il faut des terrains pour pouvoir jouer des monstres dessus. Faire des points en fonction des demandes de certaines manches et en fonction des demandes de fin de partie. Voilà, je ne vais pas développer plus que ça. C'est très léger, c'est très agréable. C'est un petit bonbon. J'aime bien les illustrations, la DA. C'est un plaisir simple, mais assez agréable. Il y a la mécanique où tu thésaurises une carte pour plus tard qui est vraiment intéressante, qui change un peu. Aussi de ouf, ouais. Endeavor, voilà, on est dans le même univers un petit peu que Concordia, que tous ces jeux-là autour de la Méditerranée avec des bateaux, etc. Là, on est carrément à l'échelle du monde. C'est un jeu excellent à 5 joueurs et qui va se jouer même rapidement à 5 joueurs, donc c'est assez rare pour être souligné. Endeavor, 7 manches, pas une de plus, pas une de moins. On construit un bâtiment à chaque manche. Ces bâtiments vont nous donner des icônes qui vont nous faire monter sur des pistes de notre plateau personnel. Ils vont aussi nous permettre de faire des actions. Et on va construire un moteur, et la première manche va être très rapide, on va faire 1 ou 2 actions et puis on passe à la suite, et la 7e manche va être très intense, il y a du combat, on peut se taper sur la tronche, on essaye d'optimiser nos pistes, on monte, on redescend, etc. pour maximiser notre scoring au maximum, très interactif, on peut faire de l'esclavagisme, on peut abolir aussi l'esclavage, et donc rien que ça c'est une tension à part entière. Excellent jeu Endeavor, moi j'ai la version de base et elle fait tout à fait le taf. Oui, c'est très bien. Witchstone, c'est très bien aussi. Witchstone, pareil. J'ai été surpris en faisant mon top parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mid-euro en fait. Donc des jeux légers, légers, assez épurés. Alors que moi personnellement, je m'identifiais plutôt comme un joueur de gros jeux. Et finalement, j'ai beaucoup de plaisir de plus en plus avec ces jeux-là qui sont faciles à ressortir, faciles à mettre en place, faciles à expliquer, faciles à maîtriser, mais qui ont quand même une profondeur tactique et stratégique à proposer. C'est tout à fait le cas de Witchstone, où en gros on va pouvoir déclencher des actions en posant des petites tuiles sur notre plateau comme vous voyez à l'écran, et plus on va réussir à faire des assorts de tuiles similaires, plus notre action on va pouvoir la répéter plusieurs fois et de manière efficace. Il y a un petit feeling de jeu à cocher, il y a comme ça, où tu combats. C'est ça, et donc on va pouvoir aller choper des objectifs, mettre des sorcières, il y a des courses un peu partout, il y a des pistes, vraiment c'est tout ce que j'aime bien de manière ramassée et efficace. C'est encore une fois super agréable Witchstone. Ouais. Deus, un autre Pearl Games auquel je joue très souvent, qui se joue à 2, qui se joue à 3, qui se joue à 4. J'y joue en famille, j'y joue avec des joueurs experts. Deus, c'est un jeu de cartes et de placement sur un plateau. À notre tour, soit on pose une carte et on va pouvoir aussi positionner le bâtiment correspondant sur le plateau. On peut s'étendre à mort. On peut aussi zoner sur une même case pour peu qu'on ait des bâtiments de types différents et comboter de cette façon-là. Il y a de la course, il y a du tempo. On essaye d'emprisonner ces villages barbares que vous voyez au centre de l'image pour avoir des points. On peut se déplacer, on déclenche plein d'effets de cartes. Quand on pose un bâtiment dans une colonne, on réactive toute la colonne. Ouais. Et l'autre option, à son tour, c'est de se défaire de sa main pour repiocher des cartes
pour avoir un nouveau souffle et avoir au passage un nouveau bâtiment. Et c'est cet aller-retour qui est très intéressant dans Deus. Quand on arrive à jouer toute sa main, on repioche on a un tour gratuit pour repiocher, donc c'est satisfaisant, c'est très agréable, ça dure 1 heure, c'est top. Ouais, j'ai joué qu'une fois avec toi, c'était super. À retenter. Oula, je vais pas me faire que des amis en mettant Tapestry à 27ème position parce que c'est un jeu qui a beaucoup de détracteurs, parce que c'est un jeu qui est éclaté dans son équilibrage de factions. Ils n'ont pas playtesté comme c'est n'importe quoi, mais je m'en fous, c'est quand même très bien Tapestry, c'est juste qu'il faut pas le prendre comme un jeu compétitif, ce qu'il n'est pas. Et une fois que tu as accepté ça et que tu as arrêté de casser les couilles parce que ta faction est un peu moins bonne que la mienne, eh ben il y a moyen de passer un bon moment parce que c'est un jeu de civilisation incroyable. Et c'est que des pistes. Toi, c'est que des pistes. Moi, je suis un joueur de pistes. J'aime monter sur des pistes. C'est un truc qui me fascine. Je trouve ça incroyable. Tu vas monter sur les pistes. Il y en a 4, hein, comme d'habitude dans ces jeux-là, militaires, culturels, je sais plus quoi, on s'en fout, exploration. Tu vas monter des pistes. Tu vas remonter dans le dos. Tu vas piocher des cartes. Tu vas faire des combos. Il y a un petit peu de Texat. T'as un choix à ton tour, c'est de monter sur une piste. Donc ça va, c'est gérable. C'est pas grave si derrière tu fais pas 200 points. Voilà, c'est très bien Tapestry. Thumbs up à Stommeyer. Je suis hors cadre. Je perds du temps pour parler de Mombasa alors que c'est probablement peut-être bien mon pfister préféré. Un jeu à jouer potentiellement exclusivement à 4 si possible pour qu'il prenne tout son sens. Un jeu de colons. Hein, le thème est hyper problématique, mais en même temps, Sky Mines, est-ce que c'est mieux ? Non, c'est moche. Donc voilà, on est en train de péter un plomb, mais c'est pas grave. Mombasa, la mécanique est fantastique. C'est un jeu de gestion de main qui vous fait fumer le cerveau. Vous devez mettre les cartes de votre main dans des colonnes. Après, elles vont remonter en haut. Vous ne pourrez les récupérer que un tour après. Donc, il faut beaucoup anticiper et il faut arriver à agencer ces cartes de la bonne façon pour se positionner sur le plateau. Il y a un jeu de majorité, de placement et de bagarre. Il y a aussi une petite construction de moteur. On peut débloquer un 4e, un 5e emplacement de cartes et monter sur des pistes. Alors, on aime ça, moi, j'aime bien Mombasa, c'est vrai. Oh, crossover Boris, faudra mettre un effet visuel quand même, là, c'est pas possible. Donc, Res Arcana, mais c'est incroyable. Boris en a parlé dans l'épisode précédent. Moi, il est 26e position, milieu de peloton, du top 50. Il vaut bien ça. Moi, ce qui me fascine dans ce jeu, t'as 8 cartes et tu vas faire ton moteur avec ces 8 cartes-là qui sont dans ton paquet. Je trouve ça fascinant. C'est un jeu aussi qui peut se gagner, ou en tout cas qui peut vraiment se décider au draft. Alors, il y a des gens qui jouent sans draft. Il y a des gens qui jouent le draft. Bah oui, moi, j'aime bien le draft. Moi, j'aime bien le draft parce que justement, tu peux déjà anticiper le C'est moteur que l'autre va essayer de mettre en place et le contre-drafter, etc. Donc il y a un jeu dans le jeu. C'est vraiment un aspect que j'apprécie beaucoup. L'esthétique, je la trouve merveilleuse. Ouais, c'est un plaisir pour les yeux, c'est un plaisir mécanique, c'est plié en une demi-heure. Voilà, qu'est-ce qu'il faut de plus, quoi. Res Arcana, c'est un burger absolu. Si on doit choisir une extension, plutôt la deuxième. Plutôt la deuxième. Underwater Cities, qui je pense 26e place seulement, Maurice. C'est vrai, qui pourrait être plus haut, c'est vrai, que j'y joue régulièrement. Mais c'est difficile, c'est un jeu que j'ai découvert récemment aussi. Avec toi, on a enchaîné les parties, on a fait 4-5 en très peu de temps. Ouais. Et depuis, je l'ai chopé. J'ai aussi acheté son extension, qui est à la fois très dispensable et à la fois indispensable pour les plateaux double couche, pour les cartes supplémentaires qu'elle amène, etc. Et qui coûte une putain de blinde. Oui, elle coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est pas grave. On en parle vraiment souvent. C'est un jeu qui allie le placement d'ouvriers et la pose de cartes, presque dans un aspect tableau building, dans le sens où vraiment vos cartes vont comboter entre elles, et c'est un jeu qui vous force à faire des compromis, parce que vous avez cette carte orange que vous avez envie de poser, mais que vous avez, que c'est l'action que vous avez besoin de faire, elle est verte, et donc tant pis, est-ce que vous attendez, est-ce que vous abandonnez votre carte, est-ce que vous abandonnez votre action, des choix en permanence, très condensé, excellent à 2 joueurs, un très très grand jeu de sushi. En parlant de grands jeux, Fédération, donc moi ça m'a surpris. Parce qu'on en a beaucoup parlé, parce que voilà, c'est aussi créé par des gens du milieu, etc. Donc dans le YouTube francophone, on en a beaucoup parlé à sa sortie. Et j'étais un peu en dehors de la hype, etc. Je regardais ça d'un peu de loin. Et force est de constater que j'ai été complètement convaincu par la proposition de Dimitri Perrier et de Mathieu Verdier, qui nous ont fait un petit bijou d'Eurogame.
avec des twists de placement d'ouvriers remarquables. Il y a 5 jeux dans le jeu. Ouais. Il y a des pistes partout. Vous avez compris, moi j'aime ça. Il faut essayer de démêler comment faire interagir tout ça de la manière la plus optimale possible, tout en prenant en considération les envies des autres joueurs. Tu peux avoir de la négociation aussi. Il y a un petit peu de négociation si on veut le jouer comme ça. Vraiment, c'est un jeu qui m'a charmé et qui est toujours un plaisir à jouer à 4 seulement. Il est dispo sur Board Game Arena. Depuis peu. Ça tue. J'adore ce jeu. Navigador, qui est un classique pour moi, mais qui est assez peu connu, édité par Istari, enfin localisé par Istari, un jeu que je possède depuis 2012 et qui a un regain d'intérêt chez les joueurs autour de moi, parce que j'en parle beaucoup, que je continue de le conseiller. Et c'est un jeu de McGuire's, donc un rondel game. À votre tour, vous avancez votre pion sur la rondelle de 1 à 3 cases. Vous faites l'action là où vous arrivez. Et c'est tout. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin du jeu. La manière de marquer des points de victoire est très épurée. C'est vraiment juste des petites colonnes sur votre plateau personnel. Et ça va être hyper interactif parce que tout est en quantité limitée. Et on doit tout le temps faire la course pour les privilèges, pour les bâtiments qu'on achète, pour les zones qu'on explore. J'y ai consacré plein de vidéos, j'en parle à plein d'endroits. Allez voir ce jeu, vraiment, c'est un bijou. Il se joue excellemment bien à 5. C'est un jeu économique, ça tue. Glenmore 2 Chronicle, parce qu'il y a une petite rivalité entre moi et Boris qui lui préfère sa première édition Glenmore, alors que Glenmore 2 Chronicle... Est-ce que je suis un snob ? C'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, il y a tout un tas de chroniques dedans qui vont pouvoir moduler votre jeu. Mais t'as pas le temps de les faire. Mais j'en ai pour faire tout le contenu du jeu. Voilà, regarde ta ludothèque. De quoi tu parles ? Ok, vas-y, Glenmore. Et donc, excellent jeu. C'est un jeu. Qu'est-ce que j'aime dans Glenmore ? C'est un placement de tuiles, c'est super sympa. Et c'est surtout cette mécanique à la patchwork, c'est que tant que vous êtes dernier dans une petite piste comme ça, vous allez jouer. Et donc, en fait, la rivière de tuiles, c'est une rondelle. Et à votre tour, vous allez vous déplacer jusqu'à la tuile que vous voulez gagner. Et donc, si vous prenez plein de tuiles, vous allez chaque fois jouer, en tout cas plus que les autres. Mais sauf que les tuiles, si tu as trop de tuiles, tu vas perdre des points par rapport aux autres joueurs. C'est super Glenmore, faut jouer. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur Glenmore, mais c'est pas grave, on avance. Myrmes, un Istari, encore un. Peut-être l'Istari le plus thématique, où on joue une colonie de fourmis. Un jeu pas facile à appréhender, mine de rien, assez expert, où on peut vraiment rater sa partie. Oui. Un jeu avec plein de niveaux de lecture qui peut être très méchant, où il va falloir s'adapter en permanence, en tout cas en début de manche, parce que à chaque saison que compte le jeu, on vous révèle 3 événements qui vont avoir lieu, et ces événements, on peut les twister avec des larves, qui est une ressource du jeu, où on peut aussi choisir de s'en accommoder et d'en profiter au maximum. Partant de là, on fait des nouvelles nourrices pour gagner en action, on construit, on donne naissance à des soldats ou à des ouvrières qui vont arriver sur le plateau, on peut vaincre des insectes, on pose des tuiles de phéromones, il n'y a pas la place pour tout le monde, on se bagarre en permanence, on peut nettoyer les tuiles des adversaires, on va faire des objectifs, il y a plein de choses à faire dans Myrmes, c'est un jeu fascinant, bon de 2 à 4. Faudrait qu'il soit réédité à Myrmes. C'est en cours chez Bombix. Incroyable. Las Vegas, c'est le jeu du fun, du plaisir. Moi, c'est mon petit jeu de soirée entre amis quand on a bu un verre ou deux pour conclure. C'est vraiment hyper agréable. C'est un jeu de placement de dés où on va mettre un jeu de placement de dés de majorité. Donc, il y a 6 casinos, un casino par phase de dés. Et chaque casino a une valeur numéraire qu'on va pouvoir gagner si on est majoritaire dessus. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais le twist, c'est que s'il y a des égalités... Il y a des égalités, ça s'annule, etc. À votre tour, vous lancez tous vos dés, puis vous allez placer tous vos dés d'une même valeur sur un casino. C'est pas plus compliqué que ça. Quand plus personne n'a de dés, on regarde qui est majoritaire où. C'est immédiat, c'est efficace. C'est le nombre de fous rires et de retournements de situation que j'ai eu sur ce jeu sont immémorables. C'est un jeu qui sera toujours dans ma ludothèque, je ne m'en séparerai jamais et ce sera toujours un plaisir d'y jouer. Ouais, c'est top. Tsar, on entre dans les projets GIF, auxquels on a consacré une vidéo sur la chaîne. Désolarise, hein.
C'est vraiment niche, hein. C'est des jeux abstraits, créés par un mec un peu fou, un auteur belge, très bizarre, artiste. Mais que voulez-vous, j'adore les jeux du projet GIF, c'est mes jeux abstraits préférés. Celui-là, on en parlait avec Romain en détail, si vous voulez creuser le sujet, c'est un des plus immédiats, c'est un des plus incisifs. S'il faut initier quelqu'un au projet GIF, il faut commencer par celui-là. Les parties durent 10-15 minutes et pourtant les stratégies se renouvellent. Les débuts de partie vont peut-être être un peu stéréotypés, mais très vite, un tempo différent va être impulsé et c'est le plus malin qui va l'emporter à l'arrivée. On tente des coups, on fait des grosses tours ou à l'inverse, on essaye de taper l'adversaire dans le dos sans qu'il ait vu qu'une de ses pièces allait être à épuisement. C'est un des titres majeurs du projet GIF. Alors, Tawan Sisuyu, je spoil la suite du top, je m'en fous, c'est mon top, je fais ce que je veux. Ce sera le seul T-game de mon top, c'est celui que je préfère le plus. Et pourtant, c'est pas celui qui est le plus populaire. Non, il est déstocké partout. Tawan Sisuyu, du coup, si vous voulez vous le procurer, il y a moyen de l'avoir pas cher. Moi, je trouve qu'il est remarquable. En fait, c'est un jeu de pose ouvrier, en tout cas qui se présente comme tel, parce que votre action principale, c'est poser un ouvrier sur cette pyramide. Sa couleur, son emplacement, ça va vous permettre de gagner plus ou moins de choses. Mais en réalité, l'action secondaire, c'est de déplacer votre prêtre sur le sommet de la pyramide qui va vous faire des actions principales ou en tout cas intéressantes. Et donc en vrai, c'est un mensonge, c'est pas un jeu de pose ouvrier, c'est un jeu de rondelles et j'adore les jeux de rondelles. David Turci nous ment. Voilà. Et du coup, j'adore Tawan Sisuyu, c'est vraiment hyper malin, ça peut être un peu indigeste, mais quand on a compris, c'est incroyable. Ah bah rien que prononcer le nom du jeu, c'est déjà Tawan Sisuyu. Alors Nightfall, un jeu que personne ne connaît, un jeu tombé dans les limbes, et pourtant c'est peut-être un des meilleurs deck building d'affrontement qui soit. J'acquiesce, mais je suis pas sûr. Oui, je le dis, c'est mieux que Star Realms, que toutes ces crasses-là. C'est un jeu où on a une esthétique à la Twilight, loup-garou, vampire, machin. C'est très kitsch, mais moi j'aime. Et c'est un jeu avec une mécanique de chaînage incroyable. Donc quand vous jouez une carte, elle a une couleur, et elle vous dit aussi les couleurs de cartes qu'elle peut accueillir. Et donc c'est un jeu où tu te construis des enchaînements de cartes de ta main de malade, où tu dis je joue une jaune qui permet de jouer une blanche, qui me permet de jouer une verte, qui me permet de jouer une rouge, et sur ma rouge, tu ne pourras poser que du rouge. À toi de poser des cartes. Et là, l'autre a une goutte de sueur. Vous allez mettre en jeu toutes vos cartes, vous allez les résoudre comme la pile dans Magic, donc dans l'ordre inverse où elles étaient jouées. Et puis ça tabasse, on s'envoie des blessures dans la gueule, on se met des sorts, c'est fun. À jouer à 2, à plus c'est interminable et il y a de la négociation, c'est chiant. Tyran de l'ombre terre. Aussi un deck building. Aussi un deck building. Encore comme, si vous vous souvenez, mon top 49 dans l'univers de Donjons et Dragons. Tyran de l'ombre terre, c'est un jeu de deck building, mais avec contrôle de territoire et donc un contrôle de majorité. Et ça, c'est un twist super. Moi, j'aime beaucoup les deck building qui ont un plateau. Et celui-ci, ça va être le représentant de ce genre dans mon top. Comme tous les deck building, il y a un peu de frustration des fois sur le tempo de la rivière. Il va pas avoir les cartes que vous voulez au bon moment. Vous allez pas piocher les bonnes cartes au bon moment. Mais en même temps, ça dure 1h30 à 4 et c'est du plaisir immédiat. Et ça se chouine et c'est rigolo, etc. Il y a plusieurs familles de cartes aussi. Il y a 8 familles de cartes et on peut en mixer 2 à chaque fois. Et donc, il y a beaucoup de rejouabilité pour avoir des decks assez différents, assez atypiques. Tyran de l'ombre terre, c'est vraiment mon deck building avec un plateau que je préfère le plus. Je l'ai acheté, j'en ai fait qu'une partie pour le moment, c'est horrible, il faut remédier à ça. Ah, Spirium, un autre Istari, un placement d'ouvrier de William Attia, l'auteur de Kaelus, qui a sorti très peu de jeux, mais quel jeu. Celui-là, il y a un twist incroyable, c'est que vous avez un petit marché de 9 cartes au centre, et à votre tour, vous placez un ouvrier entre 2 cartes, donc vous pourrez agir sur sur les deux côtés je bug. Vous pourrez agir autour de ce. Vas-y Maurice, on y est presque. Et c'est incroyable Spirium parce que on va se placer autour d'une carte, soit pour gagner de l'argent, soit pour en vue de l'acheter plus tard. Et en fonction, on a envie que les autres soient autour de nous, petit malin. Ou alors on a envie qu'ils dégagent pour que le prix de notre carte soit moins cher. Voilà, Spirium, j'en parle dans la rétrospective dédiée à Istari. C'est un jeu incroyable qui est déstocké partout. Vous pouvez le trouver à 10 balles. 10 €. C'est une honte, c'est un scandale parce que c'est trop bien. C'était chaud, j'ai bugué sur la fin. Au secours, j'ai fait un AVC quand il a fallu parler de Spirium. Quelle catastrophe.
Oui, bah t'en as tellement parlé que tu sais plus comment Oui, faire. au bout d'un moment, tu sais plus quoi dire, quoi. Mais voilà, retenez que le jeu est top 21 pour moi, et que donc il mérite, si vous appréciez mes conseils, si vous pensez que vous avez plus ou moins les mêmes goûts que moi, que vous y penchiez plus profondément. Il y a déjà plusieurs personnes qui t'ont dit qu'ils l'avaient essayé. Ouais, pour quiconque aime les Eurogames, les mid-euros, un peu comme tu disais, qui vont se jouer en 75 minutes peut-être. 90 minutes maximum. Voilà, 90 max, c'est vraiment une valeur sûre. Un segment où on s'est énervé, un segment placé sous l'ère des Rondel Games, des jeux de deck building aussi, un peu de tout. On sent qu'on commence à rentrer dans des jeux sur lesquels on a tellement de choses à dire qu'on a du mal à en parler en une minute. Je me rends compte moi-même en faisant l'exercice, même si, comme on l'a dit, on a déjà réfléchi notre liste, on l'a remaniée plusieurs fois, il y a toujours des choses qui arrivent à me surprendre dans mon propre classement en tout cas. Notamment, Tapestry, il n'y a rien à faire. C'est un jeu où j'ai conscience, pour en avoir discuté, et même, je me rends compte des choses aussi tout seul, conscience de tous ses défauts, ça reste un jeu que j'apprécie jouer, il n'y a rien à faire. Ouais. Et donc il y a des choses, des fois dans l'aspect ludique, ou dans la culture, dans les passions générales, il y a des choses qui ne sont pas rationnelles, et c'est pas grave, c'est ça qui fait la beauté des choses aussi, quoi. Et des fois, il ne faut pas se priver de plaisir, parce que on a conscience de leur imperfection, quoi. Sinon la vie serait bien triste, quoi. J'espère que vous tenez le coup, nous difficilement, mais oui, accrochez-vous. On n'est pas encore à la fin du format, et on va continuer à aller en s'améliorant, puisqu'il reste les 20 meilleurs jeux chez chacun. Ça va commencer à être difficile, hein. Ça va être un vrai crève-cœur. Si vous avez des pronostics, allez-y. À quel moment vais-je vraiment faire un arrêt cardiaque? À la 8e position, Boris meurt. Vous allez voir ma réaction, impassible. Ok, ça devient ma chaîne. Du coup. OPA. Merci de nous avoir suivis, on espère que le format vous plaît. Instagram, Golden Meeple, Ko-fi, à bientôt, jouez bien, ciao. Tchuss.